savoir que de par le fait de la fontaine de Vaucluse, donc de l'eau en quantité toute l'année, derrière l'homme a su l'exploiter. Installation de moulins pour des papeteries, pour triturer la garance, qui était une racine en fait, qui était utilisée pour justement teindre les costumes des soldats. Donc il y avait toute une industrie où est-ce qu'à l'époque, forcément, l'assainissement n'était pas forcément le même. On avait des abattoirs de partout en bord de Sorgue, les déchets, les cadavres, etc. étaient jetés à la Sorgue, et les anciens te diront qu'il y avait beaucoup plus de gros poissons à l'époque que maintenant, puisqu'il y avait beaucoup plus à manger, du fait justement qu'on jetait beaucoup plus de matière organique dans le cours d'eau. Depuis l'arrêt maintenant, on a encore des moulins, quelques-uns, pas beaucoup. On a encore de l'exploitation hydroélectrique sur les Sorgues, donc il y a quand même des petites micro-centrales, des petites unités. On n'a plus de papeterie, excepté une à Fontaine de Vaucluse, qui est là un petit peu pour le côté patrimonial, touristique, etc., puisqu'il travaille vraiment à l'ancienne. La dernière a fermé très récemment, du côté de Vedène, puisque la qualité du papier qui était fabriqué ne convenait pas au marché national, ça convenait plutôt au marché plutôt africain, etc. Donc on a une amélioration de la qualité de l'eau par rapport à ça. Et il faut savoir qu'en sortie de la fontaine de Vaucluse, on a une qualité de l'eau baignade. On n'a pas une qualité de l'eau potable, on a une qualité de l'eau baignade. Donc on a déjà une ressource assez exceptionnelle dans le domaine. Les changements sur la rivière, effectivement, quand on était enfant, il y a 50 ans en arrière, on s'amusait au bord de l'eau, mais la rivière, en fait, c'était une décharge. Les gens se débarrassaient de leurs détritus, on les jetait à la rivière et le courant l'emporte. Et ça l'emporte pas si loin que ça. Ça coule, ça se dépose au fond. Il faut reconnaître on voit moins de saleté dans la rivière qu'il y a 50 ans en arrière. Bon, après, c'est vrai que les différentes municipalités ont mis en place la collecte des ordures ménagères, tout ça. Donc ça a amélioré. La sensibilité, peut-être les gens ont été sensibilisés à l'environnement et ils se disent il faut faire attention de plus jeter, de plus dégrader la rivière. C'est vrai, effectivement. Malgré qu'il y ait encore des soucis, la qualité de l'eau, c'est une belle rivière, l'eau est limpide et tout, mais bon, on reçoit les eaux du plateau et par le passé, tout n'a toujours pas été nickel là-haut. Donc on reçoit une eau qui est peut-être un peu chargée en phosphate, en nitrate, des produits qu'on aimerait ne pas avoir. Et s'il y a une prolifération des algues actuellement, à des moments, bon, il y a plus ce couvert végétal des platanes que François a cité, mais bon, il y a une photosynthèse qui est donc plus importante, et peut-être que ces produits organiques favorisent la pousse de ces algues aussi. Ce qu'on sait, c'est globalement que l'activité humaine, elle a un impact sur la rivière. Quand cette activité, elle est de nature industrielle, à mon avis, il faut se placer, il faut raisonner différemment, c'est-à-dire que il faut analyser l'impact de l'activité et trouver les moyens pour accompagner les industriels dans un processus global. C'est-à-dire que là, par exemple, Rousselot a déconnecté sa station d'épuration de la station communale. Et ça va introduire un traitement spécifique de leurs produits, de leurs rejets. Donc ça ne peut qu'améliorer les choses. Alors après, vous dire que les activités industrielles ont plus d'impact, il ne faut pas non plus oublier les prélèvements des agriculteurs, les prélèvements des loisirs, les pratiques de plus en plus modernes, entre guillemets, piscine, jacuzzi, etc., où on met des produits et ça part à la Sorgue. En termes d'épuration de l'eau, par rapport à il y a 20 ans, il est clair qu'on a fait des efforts concernant l'assainissement. Les stations d'épuration ont quand même été beaucoup perfectionnées, avec des techniques qui sont parfois très techniques justement, un peu trop d'ailleurs, et d'autres fois où ça peut fonctionner de manière très simple également. Donc l'évolution elle est là aussi. Et l'évolution est liée au niveau de la végétation des bords de Sorgue. En gros, on serait d'après les indicateurs sur une amélioration, mais cette amélioration ne fait pas qu'il n'y a pas de problème. Il y a des problèmes par exemple d'algues brunes, qu'on ne sait pas trop analyser encore aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que le karst, en général, est un milieu très fragile. Et donc tout ce qui se passe à l'amont dans l'impluvium a forcément des conséquences. On s'aperçoit que depuis 20 ans, qu'à certaines périodes, la Sorgue, le lit est tout marron, avec des mousses marron, là, des algues. Ce sont des algues qui se décomposent, qui deviennent obèses parce qu'elles ont de la nourriture. Donc sûrement ça devient de la fontaine. Ça, il doit y avoir des phosphates et des nitrates en quantité incroyable, qui nourrissent donc, et qui fait que ces algues à certains moments se développent et recouvrent complètement. Je peux vous dire que
à l'époque, il y avait des couleurs magnifiques sur le sol. Il y avait les berles qui étaient d'un vert magnifique, les potamos d'un marron luisant très long. Il y avait des endroits avec des couleurs turquoises, il y avait des sables blancs, enfin tout ça. Le gravier, il était toujours clair, propre. Et maintenant, il est gluant, il est gras. Vous voyez, vous marchez dessus, il y a tout des nuages qui se soulèvent, alors qu'avant on marchait dans l'eau, je veux dire, c'était, voilà, il y a tout ça elle s'est encrassée, enfin tout ça. Rousselot, par exemple, qui à un moment donné faisait des rejets sur le plateau, faisait de l'épandage. Et cet épandage, il était autorisé par les services de l'État. Bon, à partir du moment où vous avez un épandage et que ces produits, on sait que les sols vont être lessivés et que ça va aller dans le réservoir, bon, qu'est-ce que vous allez faire? Soit vous vous masquez le visage, soit vous cherchez justement comment on pourrait traiter de façon différente ces épandages. Puisque l'usine envoie des bouts là-haut, on ne sait plus quoi en faire. Alors bon, évidemment, ce n'était pas une mauvaise solution en soi, puisque ça remplace l'engrais, ces bouts. Donc les paysans les reçoivent, ils les étendent. Mais le problème, c'est que la montagne ne filtre pas. Le calcaire, ça passe à travers. Et je pense que y a un peu, c'est un peu à cause de ça qu'on retrouve à la sortie des phosphates et des nitrates annexés quand même. Je vois pas comment il peut en être autrement. Alors, en termes de pollution agricole, hein, parce qu'on peut parler des autres types de pollution, hein, domestique, communale aussi, aux endroits forcément où il y a de la culture céréalière, de l'arboriculture, sachant qu'il y a de plus en plus de personnes qui se convertissent en bio, hein, dans le secteur, ça, au niveau des pommiers aussi. Hein. En effet, il y a des traitements qui sont là, hein, on ne peut pas le nier. Mais le but pour nous, c'est d'avoir une ripisylve qui est développée. Hein, puisque c'est très bien qu'une ripisylve, c'est une zone tampon. Au plus on aura une ripisylve qui soit développée, surtout en largeur. Alors il faut savoir qu'un quand même avec la PAC, avec la politique agricole commune, les bandes enherbées, obligation de bandes enherbées, il y a des effets positifs. Maintenant, on n'est plus obligé d'avoir des bandes enherbées. On peut avoir des bandes à couvert environnemental, c'est-à-dire une évolution libre. À nous de porter ce discours-là. Hein. Et nous, ça nous aurait été bien. On parle de ripisylve qui est fonctionnelle lorsqu'elle fait à minima 10 mètres de largeur. C'est-à-dire que si on a des arbres de roger qui sont développés, on a des arbres qui cassent, etc., des chablis, il faut qu'il y en ait qui prennent le relais à côté. Si on a une ripisylve qui fait 1 mètre de large, c'est pas efficace. Voilà, ça c'est clair. On a encore des champs d'investigation scientifique énormes sur par exemple l'impact de la consommation des antibiotiques et le résultat sur les populations piscicoles, etc., etc. Donc tout ça mis bout à bout fait que, comme je vous disais tout à l'heure, on a des indicateurs d'amélioration, mais on est loin d'avoir quelque chose d'extraordinaire. On a à rechercher des connaissances, à travailler sur les connaissances scientifiques pour avoir des certitudes et pour pouvoir ensuite agir.